Bonjour à tous. Imaginons un instant le décor de Kiev en juin 2024, plus de 2 ans après le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Une journaliste française, Sylvie Kaufmann, se rend sur place et rencontre le ministre des Affaires étrangères ukrainien de l'époque, Dmytro Kuleba. Elle le trouve plongé dans une profonde tristesse, marquée par les pertes massives subies par son pays, avec des dizaines de milliers de soldats tombés au front. Dans cette atmosphère lourde, elle l'interroge sur la perception qu'il a du soutien européen. Sa réponse est cinglante. Les Européens ne saisiront vraiment ce que signifie la guerre que lorsqu'elle frappera à leur porte et qu'ils la vivront eux-mêmes. Il évoque la mobilisation générale en Ukraine qui déchire parfois la société, mais il prévient « Attendez que les mères françaises se voient obligées d'envoyer leurs fils défendre un pays membre de l'OTAN frontalier avec la Russie ». Pour l'instant, cette sombre prédiction n'a pas encore pris forme. Les familles françaises n'ont pas à envoyer leurs enfants au combat contre la Russie. Pourtant, cette éventualité plane comme une ombre, prête à surgir à tout moment. Rappelez-vous, novembre dernier, le chef d'état-major des armées françaises, le général Fabien Mandon, s'adresse à une assemblée de maires en uniforme et les met en garde. La Russie, dit-il, se prépare à affronter nos nations d'ici 2030. Il insiste, la France doit cultiver une résilience qui nous permette d'accepter les sacrifices nécessaires pour nous protéger. Si nous reculons parce que nous refusons la réalité des pertes humaines en temps de guerre, nous nous exposons à un péril immense. En résumé, la situation est alarmante. Un conflit en Europe pourrait être imminent, plus proche que ce que beaucoup imaginent. L'Europe occidentale, avec la France en son cœur, ne pourrait l'esquiver si elle éclatait. D'abord, parce que toute guerre exige des soldats, et en grand nombre, surtout face à un adversaire comme la Russie, qui anticipe déjà une confrontation. Les Russes disposent d'un avantage numérique écrasant sur l'ensemble des armées européennes. Le plus grand contingent au sein de l'Union européenne est 6 ou 7 fois plus petit que l'armée russe. Cet atout démographique est décisif dans les conflits, car il permet à un camp comme la Russie d'absorber et de compenser des pertes humaines massives, une capacité que l'Europe occidentale ne possède pas. Cette région fait face à de multiples défis, dont le plus criant est démographique. Des taux de fécondité bas, moins de naissances que de décès, ce qui se traduit par une population disponible pour le recrutement militaire en diminution constante. Les armées s'en trouvent réduites et affaiblies. Ce problème s'accumule sur des décennies et une fois installé, il est extrêmement ardu à inverser. C'est précisément ce qui menace la France aujourd'hui et c'est un aspect que nous allons explorer en profondeur. Le 13 janvier 2026, les données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, ont révélé un tournant historique pour la France. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre de naissances est inférieur à celui des décès. Le solde naturel, la différence entre les décès et les naissances, pour 2025 est négatif de 6 000 personnes, précisément 651 000 décès contre 645 000 naissances. En 2024, ce solde était encore positif de 17 000. Le vrai souci n'est pas tant ce chiffre isolé, mais la tendance générale. Les naissances en France déclinent depuis près de 15 ans, depuis leur pic en 2010, où elles dépassaient les 800 000 enfants par an. Cette baisse semble se poursuivre, comme l'indiquent tous les signaux. La France, qui se vantait autrefois d'avoir le taux de fécondité le plus élevé d'Europe, voit aujourd'hui ce chiffre tomber à 1,5 enfants par femme. C'est nettement en dessous du seuil de renouvellement des générations, que l'on appelle aussi taux de remplacement. Pour ceux qui ne le savent pas, le taux de fécondité mesure le nombre moyen d'enfants qu'une femme met au monde au cours de sa vie reproductive. Par exemple, un taux de 4 signifie qu'en moyenne, chaque femme donne naissance à 4 enfants. Le seuil de remplacement est fixé à 2,1 enfants par femme. Cela garantit, à condition constante, que la population se maintienne sans décroître. Si on descend en dessous, les nouvelles générations seront moins nombreuses que les précédentes, menant à un vieillissement accéléré de la société. Avec le temps, cela inverse la pyramide des âges, une base étroite de jeunes soutenant un sommet large de personnes âgées. Prenons l'exemple de la France en 1967. La pyramide avait une forme classique, avec une base large de jeunes et un sommet fin d'aînés. En 2025, c'est l'inverse qui se dessine. La base des jeunes s'amincit, tandis que le sommet des seniors s'élargit. Cela signale une transformation vers une société plus âgée. Selon les projections de l'INSEE, d'ici 2030, les plus de 65 ans représenteront plus d'un quart de la population, soit 27,5%. La cause principale de cette chute des naissances, les Français ont moins d'enfants ou choisissent des familles plus petites, souvent pour des raisons économiques. Une étude de l'Institut national d'études démographiques montre que ceux qui désirent des enfants optent généralement pour des foyers modestes en taille en raison des contraintes financières. La même recherche indique que le nombre idéal d'enfants pour les femmes de moins de 30 ans est passé de 2,5 en 2005 à 1,9 en 2024, toujours pour des motifs économiques comme la hausse du coût de la vie, l'instabilité professionnelle et les difficultés de logement.
beaucoup estiment simplement ne pas pouvoir assumer les frais d'un enfant supplémentaire. Ce facteur érode le modèle des familles nombreuses en France. Il y a 20 ans, en 2005, 26% des Français exprimaient le souhait d'avoir 3 enfants. Aujourd'hui, ce pourcentage est tombé à 15,5%. Si cette évolution continue, les familles de 3 enfants pourraient disparaître. Les conséquences sont doubles, économiques et sécuritaires. Sur le plan financier, cela alourdit le système de retraite déjà sous tension. Plus il y a de retraités bénéficiaires, plus les cotisations des actifs, les jeunes et la main-d'œuvre peinent à suffire. La France consacre environ un quart de son budget aux pensions. Quand les bénéficiaires surpassent les contributeurs, un déficit apparaît, comblé par des emprunts qui gonflent la dette publique, récemment dépassé les 3,3 billions d'euros. Cependant, dans le contexte européen actuel, ce défi économique paraît presque secondaire face à la menace sécuritaire. Le 12 janvier, la France a annoncé le lancement d'une campagne pour recruter des milliers de jeunes dans un nouveau service militaire volontaire de 10 mois. Selon le chef d'état-major, le général Fabien Mandon, lors d'une conférence de presse, ce programme, dévoilé initialement par le président Emmanuel Macron en novembre dernier, est ouvert à tous les citoyens français âgés de 18 à 25 ans qui souhaitent contribuer à la résilience nationale dans un environnement instable. L'objectif, attirer 3000 volontaires vers l'armée de terre, la marine ou l'air pour des missions sur le territoire. Ce nombre devrait grimper à 4000 en 2027 et à 10 000 d'ici 2030. Le vrai défi pour la France, en temps de paix, recruter ses volontaires n'est pas insurmontable, surtout avec une solde de 800 € par mois offerte par le ministère de la Défense. Mais en cas de guerre, la réalité d'une réserve humaine limitée se fera sentir cruellement. La baisse des naissances réduit directement le vivier de recrues potentielles. C'est critique pour le recrutement militaire où la nationalité compte. Moins de naissances signifie à terme une main-d'œuvre plus petite, un problème que l'on pourrait atténuer par l'immigration, mais pas pour l'armée. Peu d'armées européennes intègrent des étrangers. Elles s'appuient sur leurs citoyens. Plus le bassin de citoyens éligibles est large, plus l'armée peut combler ses besoins en effectifs et compétences. Jusqu'à récemment, l'accent était mis sur l'équipement et la technologie plutôt que sur les effectifs humains. Mais la guerre russo-ukrainienne, déclenchée en février 2022, a tout changé, ravivant l'intérêt pour les troupes nombreuses et le service obligatoire. Prenez la bataille de Bakhmout, qui a duré 1 an entier. Les forces russes, aidées par le groupe Wagner, ont fini par prendre cette petite ville de l'Est ukrainien. Ce fut l'un des affrontements les plus sanglants pour la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Certaines estimations parlent de plus de 19 500 morts, un bilan supérieur aux pertes soviétiques durant la décennie de guerre en Afghanistan dans les années 1980. Ce qui permet à la Russie d'encaisser de telles pertes. Estimée par l'OTAN à 1,1 million entre morts et blessés, c'est sa vaste réserve démographique. Cet atout humain rivalise avec l'importance de l'armement. En février 2024, Vladimir Poutine s'est adressé aux ouvriers d'une usine de chars dans l'Oural, exhortant les familles russes à avoir au moins 2 enfants. Pour préserver notre identité ethnique en Russie, a-t-il dit, il faut au minimum 2 par foyer. Un seul entraînerait un déclin, et pour croître, il en faut 3. Quelques semaines plus tôt, le 16 janvier, Emmanuel Macron a appelé à un réarmement démographique en France, promettant des mesures comme des congés parentaux pour encourager les naissances. À ce moment, ni la France ni l'Europe ne faisaient face à la tension actuelle, le risque d'un clash entre l'OTAN et la Russie à tout instant. Dans un tel scénario, la France aura désespérément besoin de ses ressources humaines, et chaque nation européenne récoltera les fruits de ses politiques démographiques passées. Le 15 janvier 2026, lors de son discours annuel aux forces armées, Macron a déclaré devant ses troupes « Pour rester libres, nous devons inspirer la crainte. Pour inspirer la crainte, nous devons être forts. Et pour être forts dans ce monde impitoyable, nous devons agir plus vite et plus puissamment. » Il a annoncé une augmentation de 66 milliards d'euros pour le budget militaire entre 2026 et 2030. Malgré la qualité de l'équipement français et de son industrie de défense, la plus avancée d'Europe occidentale, le point faible reste les effectifs, surtout si les Américains retiraient leurs dizaines de milliers de soldats stationnés en Europe, sur lesquels les Européens comptent énormément pour leur sécurité. Cette vulnérabilité est encore plus évidente en Allemagne. Malgré son budget défense record de 107 milliards d'euros en 2026, son armée reste l'une des moins efficaces du continent, en partie à cause de ressources humaines limitées. Cela remonte à plus de 15 ans quand l'ancienne chancelière Angela Merkel a aboli le service militaire obligatoire, menant à un désintérêt général des jeunes Allemands pour l'engagement militaire. Cela nous amène à une question intrigante. Dans un message posté sur son compte Truth Social le 17 janvier 2026, le président américain Donald Trump a critiqué 8 alliés de l'OTAN.
le Danemark, la Norvège, la Suède, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Finlande, en imposant des tarifs douaniers supplémentaires. La raison? Leur refus de céder le Groenland, la plus grande île du monde, au Danemark. Il les a avertis que ces tarifs augmenteraient jusqu'à un accord permettant aux États-Unis d'acquérir l'île. Pensez-vous que Trump parviendra à obtenir le Groenland malgré l'opposition européenne, ou que les Européens réussiront à le modérer? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles explorations.